L'innovation pédagogique. C'est un concept dont on entend parler absolument partout dans le milieu académique. Mais de quoi s'agit-il vraiment? Aujourd'hui, on s'attaque à ce sujet fondamental pour tout futur enseignant-chercheur. Cette analyse se base directement sur la formation doctorale organisée par le CDS, LSDS et animée par le professeur Mohamed Erradi de l'ENSA de Tétouan à l'université Abdelmalek Essadi. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'est la véritable innovation en sciences humaines, sociales et de l'éducation, et surtout de ne plus la confondre avec une simple mise à jour technologique. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Au programme de ce décryptage, on va d'abord s'efforcer de dépasser le fameux mythe du gadget numérique. Ensuite, on retracera l'évolution de l'apprentissage, avant d'aborder la mécanique de l'ingénierie et de la réflexivité. On verra aussi des exemples très concrets d'innovation en sciences humaines et sociales, et on terminera par un tour d'horizon des grandes tendances et des défis de la recherche actuelle. Première étape donc, aller au-delà du gadget numérique pour définir ce qu'est un vrai changement structurel en pédagogie. Il est grand temps de déconstruire une idée reçue qui a la vie très dure dans l'enseignement supérieur. L'arrivée massive des technologies ne crée pas magiquement de l'innovation. En fait, d'un côté, on observe souvent de simples améliorations techniques. C'est typiquement le cours magistral classique, mais diffusé sur un écran géant ou une nouvelle plateforme en ligne. Le problème, c'est que l'étudiant reste complètement passif. Il écoute et il note. De l'autre côté, on trouve l'innovation réelle. Et là, c'est tout autre chose. Les apprenants analysent des cas complexes, ils débattent, ils produisent du sens. Ce qui change fondamentalement ici, ce n'est pas le logiciel utilisé. C'est vraiment la nature de l'expérience et la posture de l'étudiant. Ce point crucial est d'ailleurs parfaitement résumé par cette réflexion centrale de la formation. La question n'est pas quels outils utiliser, la vraie question est ce que fait l'étudiant et à quel niveau cognitif. C'est finalement la seule métrique qui compte vraiment. L'innovation pédagogique ne se mesure pas à la modernité du matériel de l'enseignant, mais bel et bien au saut cognitif qu'effectue l'étudiant. Pour un doctorant qui s'apprête à faire face à une classe, c'est un changement de perspective absolument radical. Le projecteur n'est plus braqué sur la technologie, il est sur l'action de celui qui apprend. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième point, l'évolution de l'apprentissage au fil de ces 4 dernières décennies. C'est toujours fascinant de voir comment la recherche a cheminé pour en arriver là. Si on remonte un peu le temps, avant 1990, tout l'effort académique était centré sur l'enseignant. C'était la transmission pure et dure. Puis, dans les années 90, on a basculé vers le constructivisme. D'un coup, l'apprenant devient le centre de l'attention. Ensuite, la décennie 2005-2015 a été un peu celle du tout numérique, parfois à l'excès, avec une véritable obsession pour les statistiques et les taux de clics sur les cours en ligne. Mais la bonne nouvelle, c'est que depuis 2015 environ, la recherche a mûri. L'accent est désormais mis sur des dispositifs hybrides où la conception pédagogique s'ancre profondément dans des contextes réels. Et c'est exactement ce qui provoque ce basculement identitaire pour le métier d'enseignant. On passe d'une logique de simple diffusion du savoir à une véritable logique de conception de l'apprentissage. Pour les futurs enseignants-chercheurs, c'est un défi passionnant. Il ne s'agit plus du tout d'être de simples haut-parleurs qui récitent de l'information. Non, l'objectif est de devenir de véritables architectes, capables de bâtir des environnements stimulants où le savoir se construit par l'expérience. Passons maintenant à la troisième partie de notre analyse, l'ingénierie et la réflexivité, c'est-à-dire l'anatomie même de ce changement structurel. C'est vraiment ici qu'on met les mains dans le cambouis. Concrètement, l'innovation commence par une transformation minutieuse des tâches que l'on demande aux étudiants. Fini l'écoute passive, on exige désormais l'analyse critique. On laisse de côté la simple mémorisation de faits pour demander une argumentation solide. Et surtout, on passe de la copie, de la pure reproduction, à une véritable production originale. Ce saut cognitif, de la passivité à la création active, c'est la condition sine qua non pour qu'un apprentissage profond prenne place. C'est d'ailleurs le cœur battant de l'ingénierie pédagogique d'aujourd'hui. Mais pour que tout cela fonctionne, il y a un autre pilier indispensable, la pratique réflexive. En termes simples, c'est la capacité d'analyser sa propre action pour en tirer des leçons. Pour quiconque se destine à l'enseignement supérieur, intégrer cette auto-évaluation en continu, c'est littéralement un outil de survie et de perfectionnement. Ça permet de s'assurer que le dispositif qu'on a créé reste pertinent et ne se déconnecte jamais des réalités mouvantes du terrain. Il faut bien comprendre que l'innovation n'est pas un élément isolé. C'est un écosystème ultra complexe, composé de 11 dimensions imbriquées. Le noyau dur, c'est le trio épistémologique, didactique et cognitif. Bref, c'est le rapport au savoir. Autour de ce noyau gravitent des éléments comme la pédagogie, les interactions, l'évaluation et bien sûr la réflexivité. Et le tout baigne dans un environnement technologique, éthique et institutionnel. Le grand secret de l'innovation, c'est la cohérence. Si on se contente de modifier un élément périphérique, par exemple en distribuant des tablettes dans un amphi, sans toucher au cœur cognitif, on fait juste de l'amélioration, pas de l'innovation. L'alignement doit être parfait. Alors, comment tout ça prend-il forme dans la vraie vie ?
Quatrième partie, l'innovation appliquée aux sciences humaines et sociales. C'est là que les théories deviennent de vraies pratiques. En histoire, par exemple, innover signifie qu'on ne demande plus d'apprendre une chronologie par cœur, on amène l'étudiant à interpréter lui-même des sources primaires contradictoires. En philosophie, on ne récite plus sagement la pensée d'un auteur, on construit sa propre argumentation lors de débats rigoureux. Et en littérature, la lecture passive s'efface au profit d'une appropriation active et de la production de nouveaux textes. L'étudiant quitte les gradins pour descendre sur le terrain de la discipline. Du côté des sciences sociales, la logique est exactement la même. Il s'agit de confronter directement l'apprenant à la réalité. En sociologie, la théorie pure fait place à la véritable enquête de terrain. En économie, au lieu de mémoriser froidement des modèles abstraits, on plonge l'apprenant dans des situations complexes de prise de décision sous contrainte. En sciences politiques, l'idée est de passer de la simple écoute de discours à une véritable lecture critique du monde qui nous entoure. L'objectif est constant, faire affronter la complexité du réel. Et si on regarde les sciences de l'éducation, le changement est peut-être encore plus spectaculaire. L'étudiant y abandonne totalement son rôle de consommateur pour devenir concepteur de ses propres systèmes d'apprentissage. L'évaluation fait peau neuve aussi. On délaisse le traditionnel examen final stressant pour privilégier le portfolio, qui offre une évaluation continue, formative et super réflexive. Enfin, les projets interdisciplinaires poussent à la production collaborative en croisant les savoirs. C'est vraiment l'apprentissage de l'architecture de la transmission. Pour terminer cette analyse, notre 5e partie abordera l'état actuel de la recherche, ses grandes tendances et les obstacles qui persistent. Que nous dit la littérature scientifique la plus récente ? Eh bien, le moteur absolu de la réussite, celui qui met tout le monde d'accord, c'est l'engagement. Qu'il soit comportemental, cognitif ou émotionnel, sans engagement, il n'y a tout simplement pas d'apprentissage en profondeur. Les chercheurs plébiscitent également l'hybridation, ce mélange intelligent des rythmes et des modalités à distance et en présentiel, ainsi que toutes les approches basées sur des projets ou la résolution de problèmes. C'est ce qui capte vraiment l'attention aujourd'hui. Mais attention, il faut garder un regard lucide, car la recherche fait face à de sérieux défis systémiques. On observe d'abord une forte fragmentation des modèles théoriques, qui manquent souvent de grands cadres intégrateurs. Ensuite, il y a cette difficulté monumentale à mesurer précisément l'apprentissage complexe sur le long terme. C'est très dur à chiffrer. Et enfin, on remarque que les résultats spectaculaires obtenus dans un contexte très local sont parfois difficiles à transférer ailleurs. C'est un constat essentiel à garder en tête pour garder les pieds sur terre. Pour tenter de surmonter cette complexité, la solution passe par un modèle intégrateur. C'est l'idée que, d'un côté, on a besoin de la théorie et du design, c'est-à-dire comprendre intimement comment le cerveau humain apprend pour bien organiser le cours. Mais de l'autre côté, on a un besoin vital de pratique, cet ancrage dans le réel où l'étudiant agit, pense, produit. La vraie innovation se trouve au point d'intersection, exact de ces deux dimensions. Une théorie sans terrain tourne à vide, et une pratique sans cadre manque inévitablement de fondation. En résumé, toute la philosophie de cette formation tient dans une phrase qui résonne comme un véritable mantra. Innover en pédagogie, c'est faire apprendre autrement, mais c'est surtout faire apprendre mieux. L'innovation n'est jamais le fruit du hasard ni une simple lubie technologique. C'est une démarche structurée, réfléchie, qui vise un impact qualitatif fort sur l'acquisition réelle des compétences. Alors, pour conclure cette analyse et pour tous ceux qui se préparent à faire carrière dans l'enseignement et la recherche, voici une petite provocation intellectuelle à garder en tête. Demain, dans les amphithéâtres ou les salles de travaux dirigées, le savoir sera-t-il simplement transmis d'en haut ou sera-t-il véritablement construit par l'action ? C'est le défi ultime de l'ingénierie pédagogique moderne. Merci d'avoir suivi ce décryptage de la formation du CDLHS-DAS et à très bientôt pour une nouvelle exploration.